Bienvenue dans l'émission Ça déboîte. Je suis Pierre-Yves Sorisseau, fondateur de Peps Media, et aujourd'hui, on est accueilli par Anthony Rodriguez, qui possède le domaine de Saint-Jean. Je vais le laisser nous décrire un petit peu ce qu'il fait exactement. J'avais vraiment envie de venir l'interviewer aujourd'hui parce qu'il fait preuve d'innovation, qu'il propose des services de qualité, et je suis très curieux de savoir comment il a réussi à monter tout ça et quelle est son histoire. Eh bien, bonjour Anthony. Bonjour Pierre-Yves. Si j'ai bien compris, Anthony, finalement, t'as pas trop l'habitude qu'on t'appelle comme ça. Ah non, absolument pas. Depuis que j'ai à peu près 3 ans, l'ensemble des personnes qui me côtoient m'appellent Toto. Ok, très bien. Donc on part sur Toto, ça te va ? Ah bah bien sûr. Nickel. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et puis au fur et à mesure, je te poserai des questions pour un peu mieux te connaître et un peu mieux connaître la structure que tu as mis en place et ce qu'on peut y faire ? Bien sûr. Alors, donc, du coup, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. J'ai d'abord voulu être professeur de PS, ensuite professeur des écoles. Et puis, bien sûr, à mes 16 ans et demi, j'ai fait de l'animation en tant qu'à l'époque, ça s'appelait aide animateur. Et puis, dès que j'ai eu 17 ans, j'ai passé le BAFA. Voilà, donc j'ai mis un petit doigt, on va dire, dans le premier rouage de l'animation en faisant plutôt des centres de loisirs, donc sans hébergement. Et puis après, j'ai découvert les colonies de vacances qui m'ont beaucoup plu. Et alors l'histoire, c'est que je suis arrivé en 2005 au domaine de Saint-Jean et je rêvais d'avoir un centre. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment. Et quand je suis arrivé au domaine de Saint-Jean, je me suis dit « Ah, mais c'est ça que j'aimerais bien avoir ». Bon, sans aucune envie de m'installer ici, puisqu'à l'époque, j'avais 21 ans et puis à l'époque, je voulais être professeur de PS. Alors tu dis « c'est ça que je voulais avoir ». Est-ce que tu peux nous décrire le ça ? C'est-à-dire ce domaine, qu'est-ce qu'il propose, à quoi il ressemble, quel était quand tu es arrivé en tant qu'animateur, qu'est-ce que tu as découvert et comment tu le voyais ce truc-là ? Alors c'était l'esprit familial qui s'en dégageait et le côté heureux que les enfants en fait avaient quand ils repartaient en se disant qu'ils allaient effectivement garder ce souvenir toute leur vie. Ouais, garder de bons souvenirs. Ok, tu avais envie de créer ça chez les enfants et de leur apporter ça. Ah, complètement. Surtout que c'est ce qui m'a toujours fait vibrer et donc je trouvais ça vraiment chouette d'avoir un lieu comme ça et surtout d'être son propre patron et d'être acteur de ça. Ok, donc en fait, là je vois il y a deux trucs qui se détachent. Il y a ce côté animation, apporter du bonheur aux enfants, et tu parles d'être son propre patron. Ça, c'est quelque chose aussi qui te portait depuis un moment. Enfin, tu avais ça en tête parce que si au départ tu m'as dit que tu voulais être prof de sport, c'est ça ? Oui. Là, tu n'allais pas être ton propre patron, ça allait être la sacro-sainte éducation nationale qui allait être ton patron. Est-ce que c'est ça qui finalement t'a fait virer vers l'entrepreneuriat et le fait d'avoir ton entreprise ? Bon, ça a été un concours de circonstances. Je pense que ça m'aurait aussi plu d'être professeur de PS, même si aujourd'hui je suis très bien et je pense 10 fois mieux dans cette situation. Mais simplement, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'animation et surtout qu'on pouvait posséder un centre, parce que c'est vrai que c'est des concepts assez flous pour moi, de savoir comment ça se passait. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de communes qui possédaient des centres, mais pas forcément beaucoup de privés. C'était assez rare. Donc c'est vrai que quand j'ai découvert que c'était possible, ça m'a tout de suite ouvert les yeux. Et en plus, c'est que on va dire un concours de circonstances où je suis venu au domaine faire quelques séjours et là, ça m'a vraiment plu. Et quand tu dis que c'était pas quelque chose qui faisait partie de ce que tu connaissais, tu viens d'où en fait ? C'est-à-dire, est-ce que tes parents étaient eux-mêmes chefs d'entreprise ? Est-ce qu'il y avait une fibre comme ça qui était là à la base ? Non, alors pas du tout, c'est bizarre, mais ma mère bossait dans une grande surface, mon père était maçon, mais pas à son compte, voilà. Et d'ailleurs, je crois que j'ai toujours rêvé en fait d'être chef d'entreprise et j'ai même poussé mon père, avec l'aide de ma mère, à créer sa propre boîte juste avant que je parte en études. Ok, ah oui, donc t'as une force de traction quand même. Ouais. Tu distors un peu la réalité pour les amener vers ce que tu veux. C'est ça. Ok. J'aimerais bien savoir maintenant, donc tu as été à la base animateur, et puis là, d'un seul coup, finalement, on a fait un gros raccourci où tu es gérant et propriétaire du lieu, en fait. Mais il y a dû y avoir quelques étapes entre les deux, parce que entre animateur et avoir tout ça, il y a dû y avoir quelques étapes. Et puis aussi, tu as dû peut-être aussi prendre des risques à un moment ou à un autre, quoi. Oui. Alors du coup, je suis arrivé donc ici en tant qu'animateur. Moi, j'ai passé le BAFA en 2001. Ouais. Donc, ce qui veut dire que je suis arrivé au bout de 4 ans à peu près d'animation où j'avais vraiment fait beaucoup de périscolaires. J'ai travaillé pour des mairies, des choses comme ça, des collectivités essentiellement, des associations, mais jamais pour un privé. Donc, quand je suis arrivé ici pour la première fois, c'était la première fois que je travaillais pour un privé. Ce qui était pratique, c'est qu'effectivement, c'était une boîte plutôt familiale où on était
pas trop mal écouté, où on pouvait faire des choses. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, on va persister dans cette branche. Donc, j'ai pris une année sabbatique pour faire ça. Après, en 2007, on m'a proposé un poste en CDI. Voilà, donc que j'avais accepté. On m'avait même déjà proposé de reprendre le domaine. À l'époque, j'avais à peine 24 ans. Je me suis dit que j'avais pas forcément envie de me poser. J'avais envie de découvrir un peu encore ce qu'étaient toutes les facettes d'animation. Bon, finalement, ça n'a pas pris longtemps puisque 6 mois après, je me suis dit c'est bon, je suis prêt. D'accord. Donc finalement, voilà. Donc, est-ce que c'était pas plutôt des petites craintes au départ qui fait que t'as pas validé tout de suite et puis 6 mois après tu es revenu, donc Oui. c'est que c'était déjà un peu près dans ta tête, Ouais, quoi. complètement. Non, c'est ça. Je pense qu'en fait, j'avais envie de me balader, on va dire, en France en faisant des séjours. Ok. Et puis en fait, en avril 2008, je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai proposé au propriétaire de l'époque de racheter dans un premier temps le fonds de commerce. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est qu'à la base, t'as commencé par le fonds de commerce et ensuite les lieux, c'est ça? Ouais, complètement. Tout simplement parce que dans ma tête d'entrepreneur, en fait, j'aurais bien aimé acheter dès le début, hein, plutôt que d'être locataire et de payer un loyer qu'on perd. Eh bien, malheureusement, les banques m'ont dit qu'à 24 ans et demi, j'étais trop jeune. Ok. Et que c'était beaucoup trop compliqué pour elle sans finalement de recul d'expérience. Ok. Donc là, il t'a fallu combien de temps avant d'avoir l'aval des banques? Alors ça aussi c'était une belle histoire, une drôle d'histoire en tout cas, parce que la banque de l'ancien propriétaire m'avait dit, on va dire verbalement que c'était bon. Donc on est partis tous, on va dire à fond dans ce projet-là. Et finalement, on va dire à 2 mois de signer ou même pas 1 mois de signer, les banques m'ont dit que non, j'étais trop jeune et qu'ils me prêteraient pas. Donc là, c'était un peu un chamboulement parce qu'il a fallu retrouver des banques. Moi, en parallèle, je continue à partir en séjour extérieur. Donc pour le propriétaire. Quand tu dis séjour extérieur, c'est-à-dire que là, au domaine, il y a des enfants qui viennent au domaine, mais tu proposes aussi des séjours à l'extérieur, c'est-à-dire où? Tout à fait. Alors, essentiellement à la neige, Ouais. hein, donc à la montagne, ça peut être hiver ou printemps, mais c'est aussi au niveau de la classe de mer, des classes volcans, des classes, tout type de classe. Hein, Ok, voilà. d'accord. Voilà. Donc toi, tu partais à l'extérieur, donc tu n'avais pas franchement le temps de t'occuper de ça. Complètement. Et Ouais. il fallait que tu gères sur les 2 tableaux, quoi. Ouais. Bon, après, l'ancien propriétaire avait quand même m'a bien aidé à ce moment-là, puisqu'il a Ok. quand même démarché les banques, parce que lui aussi, de ce côté, il avait aussi envie Il de avait se tout intérêt à ce que ça marche. Et il pour avait revendre. envie de se retirer. Et donc, on a finalement réussi à trouver 2 banques qui acceptaient de me prêter. Et puis, finalement, on a opté pour l'une. Et puis, voilà. Donc, c'est comme ça qu'est partie l'aventure. Ok, d'accord. Et donc les premiers temps de fonctionnement, est-ce que tu n'as pas fait un peu d'huile? Est-ce que tu n'as pas un peu serré les fesses quand même sur Si. est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner Alors, c'est au-delà de ça, c'était parce que j'avais déjà on va dire un planning qui était plutôt bien rempli. Ouais. Et à l'époque, en fait, je n'ai repris que l'activité du domaine de Saint-Jean. Et on ne travaillait que de mars à août à peu près. Ah oui, ok. Donc, c'était quand même une saison relativement réduite qui était certes à l'époque suffisante, sauf que il fallait vivre toute l'année avec cet argent. Donc on a l'impression qu'il y avait beaucoup d'argent sur une période, sauf que quand arrive la saison, ce qu'on appelle la saison morte, là c'est beaucoup plus compliqué. Et l'anecdote que je peux raconter, c'est que la première fois que j'ai payé des charges sociales, alors là, ça m'a fait bizarre. T'as eu une petite suée? J'ai eu une suée parce que j'avais jamais signé de chèque aussi gros. Hein. Ouais, j'imagine. J'ai signé un matin pour 15 000 euros de charges sociales et là, voilà. Donc après, effectivement, et en plus, je l'ai signé au tout début alors que j'avais des petits chèques, on va dire, de vente qui arrivaient. Et quand j'ai commencé à avoir des plus gros chèques avec des mairies qui payaient donc les séjours complets, déjà les montants psychologiquement, c'était... Voilà. Donc c'est vrai Justement, que c'est ça m'intéresse par exemple quand moi avec ma structure, donc j'accompagne les entreprises par rapport à leur communication, mais finalement je me rends compte que c'est de plus en plus large et qu'il y a besoin aussi des fois d'aller regarder un peu sur les comptes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux. Des fois finalement on s'échine à travailler sur un type de client, mais finalement il ne rapporte rien, enfin ce genre de choses. Et aussi justement pour pouvoir grandir et évoluer, il faut avoir une bonne comptabilité et anticiper les choses. Quel conseil ou quelle chose tu te dirais par rapport à ça? Parce que finalement, si tu as été assez surpris par ces charges sociales, qu'est-ce que tu aurais aimé faire un peu différemment? Qu'est-ce que tu aurais voulu anticiper? Ou quelles ont été les personnes qui ont pu te conseiller à ce moment-là? J'ai eu les comptables qui m'ont conseillé, plutôt accompagné en fait. J'ai eu l'impression, en tout cas, je ne sais pas si mon constat est tronqué ou pas, mais en tout cas, j'ai eu l'impression d'être juste conseillé, mais pas du tout préparé. D'accord.
pas préparé à ça. Alors après, ça va pas durer longtemps, parce qu'il faut dire que quand j'ai repris en fait le domaine, je faisais tout, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'étais chef d'entreprise, mais j'étais toujours sur le terrain. C'est-à-dire au-delà d'être dans l'animation, je faisais aussi toujours la vie quotidienne, donc tout ce qui est douche, les repas, etc. Donc c'était plutôt, voilà, c'était speed. La première saison, je dormais pas beaucoup puisque je faisais des journées de 5 heures à peu près 2 heures du mat pendant 5 heures du matin? 5 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, ouais. Parce que tu tournais à quoi là pour réussir à... Je sais pas, mais j'étais jeune, j'avais 25 ans, donc peut-être ça m'a... Heureusement, je sais mais t'as pas quel âge aujourd'hui? T'es pas non plus... J'ai 38 ans. Okay. Donc, mais bon, clairement, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais plus le faire. Ouais, c'est compliqué. Surtout que ça a duré quand même 6 mois presque non-stop, donc c'était plutôt difficile quand même. Voilà. Donc, voilà, c'était comme ça. Il y a plein de choses en fait où aujourd'hui, je réagis en me disant, j'aurais peut-être pas fait pareil. Ouais. Voilà. En tout cas, parce que finalement, on part un peu bille en tête dans son boulot quand on monte une entreprise. Et cet aspect qui est pas le cœur de ton métier, mais qui est hyper important de comptabilité, de gestion, d'anticipation, finalement, on se le prend un peu en pleine tronche. On est obligé de s'y mettre. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un peu la cassure, justement, aux 3 ans de l'entreprise, où il y a des retours de charges, etc., où ça passe ou ça casse. Et justement, fort de cette expérience des premières charges sociales, derrière, qu'est-ce que tu as mis en place pour plus te faire surprendre ou comment tu as vu les choses ensuite, en fait? Alors après, ce que je demandais, c'était des relevés de trésorerie. C'est-à-dire que j'avais une secrétaire à l'époque qui me faisait ça. C'est-à-dire que je demandais alors ce qu'on appelle un relevé de trésorerie, c'est-à-dire pas ce qu'on a sur le compte en banque à l'instant T, mais en gros, ce qu'on va avoir. C'est-à-dire les chèques qui n'ont pas été encaissés, les paiements qui n'ont pas été débités. Parce que c'est bien de regarder en fait ce qu'on a sur le compte en banque. Mais effectivement, si vous avez 45 000 euros sur le compte en banque, mais vous en devez 42 000, c'est pas du tout la même affaire. Donc c'était vraiment une vraie trésorerie pour savoir un peu où on en était. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était en fin de saison. Parce que pendant la saison, en fait, on engrangeait en fait, de l'argent, ce qui était plutôt bien. Mais effectivement, en fin de saison, on se retrouvait 3 mois après la saison à avoir donc, toutes les charges à payer des 3 derniers mois. Et puis surtout à payer l'électricité, le loyer, toutes les charges fixes qui représentaient quand même une belle somme tous les mois. Donc en fait, en fin de saison, ce que je faisais, c'est que je prenais une petite feuille et puis je notais tout ce que j'allais devoir payer durant la saison morte, et surtout anticiper jusqu'à quand. C'est-à-dire que nous, on commençait en mars, mais les premiers clients, des fois, payaient que mi-avril, fin avril. Ouais, c'est ça, t'avais des commandes... des factures, enfin des clients qui payaient en retard ou en tout cas plus tard, quoi. Oui, complètement. De toute façon, la plupart des clients que nous avons ici, qui étaient des mairies, souvent elles payaient donc à 30 jours après la fin du séjour. Ok. Et on est obligé de passer par l'étape pandémie et Covid. J'aimerais te poser des questions par rapport à ça, puis après on reviendra plus sur ce que tu fais ici et les différentes activités, ce que tu proposes et comment, dans quel esprit tu le fais. Mais justement, fort de cette expérience où tu as été plus précautionneux et tu as prévu les choses, ça a dû justement t'aider à passer ce cap de la pandémie où j'imagine que ton activité de colonie de classe découverte, c'était à zéro en fait. Ah ouais, complètement. Ouais, on a perdu beaucoup d'argent. Il faut savoir que sur l'année 2020, on a perdu 150 000 euros, donc ce qui est relativement énorme. Et je parle vraiment de perte en trésorerie. Donc, alors la chance que j'ai, c'est que j'ai jamais été très gourmand en salaire. Donc c'est vrai que les 10 saisons, les 11 saisons qu'on avait fait avant, où j'avais pas pris des gros salaires, eh bien, ça m'a permis quand même d'avoir une trésorerie assez confortable, en tout cas à l'instant T, qui nous a permis de passer la crise. Mais ça a été relativement difficile à passer parce qu'on s'est quand même séparé de 2 salariés, donc notre secrétaire et puis notre cuisinière. Parce que même s'il y avait donc le chômage partiel qui était mis en place, etc., ça coûtait quand même d'argent à l'entreprise. Voilà. Et les aides, les vraies aides, c'est-à-dire les aides qui étaient aux environs de 10 000 euros, même si nous, elles ne couvraient pas les charges fixes d'un mois, elles ont un peu tardé à arriver, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées quand même presque 8 mois après le début de la pandémie, donc c'était relativement long. Ok, d'accord. Donc, il y a eu une période au moins 6-8 mois où c'était un peu raide. Oui, et puis avec l'inquiétude, j'imagine, ça va reprendre, pas reprendre, comment ça se passe, quoi. Alors ça, c'était aussi une autre source de stress parce qu'on ne nous a jamais dit clairement vous ne pourrez pas rouvrir. On nous a toujours, on va dire, mené un peu de 15 jours en 15 jours. Donc entre le mois de mars et le mois d'octobre, ça a été relativement long. Ou attention, vous allez ouvrir, pas ouvrir. Donc même nous, si on avait envie de développer des choses dans le domaine et puis améliorer des choses pour se dire il nous faut 1 mois pour faire les travaux, on peut le faire. Et bien malheureusement, on ne pouvait même pas le programmer parce que ça se trouve, on aurait pu ouvrir dans la foulée. Donc voilà,
Ok. Et donc aujourd'hui, on va dire, on est encore un peu dans cette période-là, mais les choses ont pu reprendre. Ça reprend bien. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça se relance, etc. Alors, déjà, on a fait un partenariat avec toi, Ouais. tout simplement, qui a été relativement important. Là, déjà pour, je fais ma propre pub, hein, on est bien d'accord. mais déjà pour développer tout ce qui est communication, parce qu'il faut savoir que malheureusement, déjà, je ne suis pas très bon là-dessus, même franchement presque nul. Et puis, je vais pas m'étendre sur le sujet. voilà. Et puis aussi, on a essayé de répondre présent à des groupes qui ont voulu venir chez nous. Faut savoir qu'on a une capacité de qualité qui est relativement énorme et que beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup misé sur notre partenariat et sur la qualité qu'on propose. Ouais, alors ça, tu soulèves un truc. Alors là, c'est sur la communication, mais c'est vrai que dans les entreprises, et comme tu l'as dit, au début, tu faisais tout, dans tous les sens. Il y a des choses dans lesquelles tu es très très bon, d'autres moins bon. Et c'est vrai que cette capacité, alors des fois ça fait un peu peur d'investir dans un prestataire ou un partenariat, mais de savoir s'entourer des bonnes personnes, soit en allant chercher un prestataire, soit en recrutant les bonnes personnes, ça reste hyper important, je pense, dans une entreprise. Est-ce que tu as d'autres exemples où justement tu as délégué certaines choses ou alors tu as fait appel à certaines personnes pour d'autres domaines ou d'autres choses sur le domaine? Alors déjà, pendant très longtemps, j'ai eu une cuisinière quand même, qui gérait très bien, qui gérait les commandes, qui même gérait les employés de service. Donc ça a été quand même super. Donc malheureusement, elle a fait partie des 2 personnes dont on a dû se séparer en 2020. Donc c'est vrai que les personnes qu'on a recrutées après, déjà ne connaissant pas forcément le domaine, parce qu'elle connaissait le domaine depuis très très longtemps, même avant que j'y sois. Donc c'était relativement pratique. Ne connaissant pas le domaine, il a fallu pour les nouveaux en fait les épauler énormément sur quelque chose de complètement nouveau. Donc ce qui veut dire en fait que mon capital temps a été complètement divisé, c'est-à-dire que je ne pouvais pas tout faire. Heureusement, ma femme m'a beaucoup aidé à ce moment-là pour gérer notamment les plannings des employés, parce que c'est quand même relativement un gros travail à faire pour la gestion des heures, des repos, voilà. Pour la cuisine aussi, la gestion des commandes. Donc, je l'avais fait au tout début que j'ai repris en 2009, puisque j'avais un autre cuisinier. Mais ce qu'on n'a pas précisé, donc tu as le réfectoire, la cuisine sur le domaine. Ah oui. C'est-à-dire que le domaine représente à peu près, on sert à peu près en saison standard entre 20 et 22 000 repas par an. Par an. Ah ouais, ok. C'est relativement énorme. Ouais, pas mal, ouais. Donc, un beau petit restaurant. Ouais, complètement. Ouais. Ok, d'accord. Et par rapport à ce recrutement, là, t'en es où aujourd'hui? Parce qu'il y a les employés, mais je pense à un recrutement qui n'est pas simple, c'est les animateurs où finalement il y a beaucoup de turnover. Oui. Il y a une certaine... Parce que c'est un métier, tu me le disais en off, plutôt un métier de passion, et puis un métier des fois aussi transitoire entre ses études et son futur métier. Donc c'est rare de pouvoir garder très très longtemps un animateur, j'imagine. Oui, déjà parce que c'est quand même relativement énergivore d'être animateur en classe découverte ou en colonie de vacances. C'est-à-dire qu'on est sur le pont H24, si j'ose dire. On dort la nuit, mais si un enfant a besoin, bien évidemment, on va être auprès de lui pour le réconforter, pour changer ses draps si jamais il a fait pipi au lit ou autre, ou s'il fait un cauchemar. Donc ça, c'est important. Et après, effectivement, souvent, alors on va en trouver beaucoup plus sur les périodes d'été, de vacances scolaires, parce que y a beaucoup d'animateurs qui ne sont pas en études et qui peuvent le faire. Mais du moment qu'ils reprennent leurs études, à partir du mois de septembre, c'est vrai qu'on a une masse beaucoup moins grande. Et donc là, effectivement, il faut réussir à trouver les pépites à l'intérieur. Donc ça, c'est pas toujours évident. Et c'était une des peurs que j'avais pour 2022, parce que c'est vrai que le Covid a un peu comme dans la restauration, c'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui faisaient des saisons, comme il n'y a pas eu de travail pendant 1 an et demi, ils sont partis faire autre chose, et maintenant, forcément, ils ont un peu de mal à y revenir, à part, effectivement, certains passionnés, donc ça, c'est plutôt chouette, mais c'est vrai qu'on a du mal à en trouver, et en plus, les formations, notamment pour le BAFA, elles ont été mises en stand-by aussi. Ah oui. Donc, la relève, en fait, qui naturellement se fait, parce qu'on a toujours de la perte. Oui, il va y avoir une latence d'1 an, à peu près, au moins. Oui, je pense que... Voilà, et puis il va falloir donc communiquer là-dessus, sur ce qu'est une classe découverte, parce que déjà, très très peu de personnes savent ce qu'est une classe découverte. Oui, justement, profites-en. Quel est le principe d'une classe découverte et comment ça se passe en fait? Alors, une classe découverte, déjà, c'est un projet qui est mis en place par une école ou une mairie. Voilà. Les enseignants vont y adhérer, et lorsqu'ils y adhèrent, généralement, donc, ils vont créer ce qu'on appelle un projet pédagogique. Pourquoi ils veulent aller en classe découverte? C'est-à-dire qu'ils doivent continuer la classe, mais dans un autre cadre. Voilà, donc c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément derrière une table,
Mais ça veut dire, par exemple, nous, au domaine, quand ils vont aller voir les animaux, on peut faire des maths en comptant le nombre de clapiers. On va pouvoir verbaliser et vulgariser quelques mots de vocabulaire spécifiques. Voilà, ça va être la découverte du monde, puisqu'ils vont découvrir la vie en collectivité, nous, notamment la vie de la ferme, pourquoi on a des lapins à la ferme, pourquoi on va fabriquer des cabanes, comment on va les fabriquer. C'est aussi, voilà, ce sont des compétences qui viennent en complément on va dire, un apprentissage standard à l'école. Donc ça a lieu pendant les périodes scolaires. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire pendant les périodes scolaires. Donc les enseignants font une demande ou même des fois nous contactent en direct. Et puis nous, l'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une formule clé en main. On s'occupe de tout, de A à Z. Alors bien sûr, elles sont maîtres du projet pédagogique. Alors quand je dis elles, c'est parce qu'on a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes certaines fois qui viennent. Donc quand les enseignants nous appellent, donc, ils restent on va dire, maîtres du projet pédagogique. Mais la plupart du temps, ils l'adaptent bien sûr là où ils veulent aller. Ils ne vont pas faire le même projet pédagogique quand ils vont aller en classe de neige qu'en classe de mer ou en classe campagne. Ok, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on est dans une salle de classe, en fait. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour donner cours, en fait. Complètement. Ok. C'est ça. Maintenant, j'ai bien envie de revenir un peu sur ta vie d'entrepreneur qui se conjugue, si j'ai bien compris, avec ta vie familiale, parce que tu disais que ta femme, tout à l'heure, t'avait beaucoup aidé. Donc, t'as une femme, t'as des enfants ? Oui, j'en ai 3. 3 enfants et qui... comment tu as repris le domaine? Tu étais déjà papa? Comment ça s'est passé en fait? Non, j'ai repris le domaine en 2009. Juste avant de reprendre, en fait, j'ai rencontré ma femme. Ok. Et j'ai été cash, parce que je lui ai dit, écoute, j'ai un projet, tu me suis ou tu me suis pas, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, j'étais parti dans ce projet-là. Okay. Bon, j'ai eu la chance pour moi, c'est qu'elle m'a suivi. Voilà. Et donc, du coup, après, effectivement, on a eu des enfants. Et la particularité, effectivement, ce qui est aussi quand même une grande chance pour nous, pour les gens qu'on accueille, c'est qu'on habite sur place. Donc, c'est vrai, on a un état d'esprit familial qui est de plus en plus fort. Parce que c'est vrai qu'en plus maintenant on a déscolarisé nos enfants, donc ils sont là vraiment à H24 au domaine. Vous faites de l'instruction en famille en fait? Tout à fait, oui, l'instruction en famille. Et donc ce qui leur permet aussi de partager un peu leur expérience avec les enfants qu'on a accueillis en classe découverte, avec les enseignants. Et puis, je voyais ton grand, en fait, c'est devenu un peu le patron du domaine aussi. Hein. Oui, il aime bien effectivement faire ça. Il gère les groupes d'enfants, il leur donne des ordres. Je vois qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais, et puis mon deuxième, il y a une semaine, m'a dit papa, je sais pas ce que je ferai plus tard, mais je reprendrai le domaine. Donc, bon, il a quel âge? Il a 6 ans. Ouais. Il a le temps de réfléchir entre-temps. Complètement, voilà. Mais il sait pas ce qu'il va faire au domaine, mais il sait qu'il reprend le domaine. D'accord. Voilà. Bah, peut-être qu'il sera juste gérant et puis il te fera encore bosser. On sait pas. Voilà, c'est possible. Ok, d'accord. Et justement, ça m'intéresse pas mal de savoir comment tu jongles vie de famille, vie pro, en fait, là, sachant que ça se mêle pas mal. Est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu besoin de faire des réajustements, en fait, pour que ça se passe bien? Oui, énormément de difficultés. Parce que, comme j'ai dit au départ, c'est-à-dire que quand j'ai fait les premières saisons où j'ai beaucoup travaillé, donc du matin au soir, et que j'ai fait ça encore quand même plusieurs saisons, même si j'ai levé un peu le pied en tant qu'animateur, puisque je faisais plus de vie quotidienne, je faisais autre chose. Mais c'est vrai que, comme ma femme au départ, donc on n'avait pas d'enfant, puis elle était encore en études sur Dijon, elle n'était pas là tout le temps, donc quand elle était absente, c'est vrai que c'était à 200%, et je continuais à travailler en permanence. Donc, mais ça m'a toujours plu. Ce qui m'a apporté, c'était le côté passion, et ce qui me porte encore aujourd'hui. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai des enfants, donc j'ai besoin aussi de les voir. Je me dis toujours que c'est bien de s'occuper de ceux des autres, mais bon, ça serait bien de s'occuper un peu des miens. Le cordonnier le plus mal chaussé, on connaît bien l'histoire. Ouais, complètement. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, c'est assez difficile à mettre en place. Moi, par rapport déjà à l'équipe d'animation, leur dire que déjà je ne suis pas dispo, ça c'est pas forcément toujours évident, ni moi à le verbaliser, ni aux animateurs à comprendre. Donc c'est pas rare qu'ils viennent, on est en train de manger avec mes enfants et ma femme, et ils viennent frapper parce que, en plus des choses des fois qui sont c'est ça, parce que vous habitez sur le domaine et donc finalement la barrière, la frontière entre votre vie privée et le boulot, elle est très fine. Ah oui, complètement. Et donc, peut-être que c'est pas encore le cas, mais il va y avoir la nécessité de bien expliquer, même quitte à, très bêtement, mettre des barrières, entre guillemets, physiques et mentales sur ce qu'on peut faire, pas faire, quoi. Mais c'est vrai que cette démarche, déjà, elle doit venir de moi, parce que c'est vrai que je l'ai pas jamais clairement fait. Voilà. Oui, puis te connaissant un petit peu, et comme j'ai vu ton fonctionnement,
t'as du mal à dire non quand on te demande quelque chose ou à dire attends, j'arrive plus tard ou ce genre de choses. Généralement, t'as envie de tout faire en même temps, quoi. Ouais. Alors ça, si j'ai un conseil à te donner, c'est pas forcément toujours la bonne solution parce que finalement, on réagit un peu dans l'urgence et du coup, les solutions qu'on trouve ne sont pas forcément les plus adaptées. Ouais, quand on Mais c'est souvent comme ça que ça se passe, effectivement. Et souvent, quand je traverse la cour, je suis alpagué 4-5 fois. Et du coup, quand la cour est longue. Hein. La cour est longue. Pour que tu traverses la cour, il y a un paquet de gens qui peuvent t'alpaguer. C'est ça. Et du coup, en fait, j'arrive des fois au bout de la cour. En fait, je me rappelle même plus pourquoi je traverse la cour. Oui, j'imagine que ça doit pas être toujours simple. Donc voilà. Ouais, et justement, là, mon intervention, elle est sur la communication, mais elle est aussi sur ce point, finalement, de l'organisation. Et ça demande souvent un petit peu de temps, parce que si tu arrives au point de devoir faire des choses en urgence, c'est qu'il y a des choses en amont qui n'ont pas été prévues, et c'est là qu'on est en train de travailler en ce moment, sur toute l'organisation et prévoir un peu tout à l'avance pour pas qu'il y ait d'urgence, quoi. Et un conseil que j'avais eu dans un bouquin qui s'appelle Deep Work, que j'ai vraiment adoré, je ne me rappelle plus de l'auteur, il faudrait que mettre dans les commentaires, mais c'était de vraiment mettre des plages de disponibilité vis-à-vis de ses employés ou de ses clients, etc. Et au début, ça fait souvent un peu peur en disant si je leur dis que je suis pas dispo, ils vont pas être contents. Mais faut pas oublier que tu leur dis je ne suis pas dispo maintenant, mais je serai dispo à ce moment-là. Et finalement, c'est plutôt rassurant pour les employés ou les clients, en fait, de savoir, OK, il va répondre à ma question, pas dans l'instant, mais en tout cas, il y a un moment et il sera pleinement disponible. Parce que si généralement, quand tu réponds dans l'urgence, tu l'as dit toi-même, tu réponds vite fait, c'est une demi-réponse, ce qui fait que ça amène d'autres questions, et t'es dérangé à nouveau, et tu repères du temps, etc., etc. Oui, et puis je pense aussi que ça n'aide pas les gens à être autonomes. Ouais, carrément. Ouais. Et ça, c'est un peu mon défaut, c'est-à-dire que j'accompagnais tellement les gens que du coup, ils me posent les questions, même des fois, en quelle couleur, pour reprendre un peu l'exemple de l'école, mais dans quelle couleur ils doivent souligner le titre, quoi. Je suis arrivé au bout de la ligne, qu'est-ce que je fais ? Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'en arrivais vraiment à devoir répondre à des questions toutes bêtes, ou en tout cas, ça permettait aussi de rassurer les animateurs, mais du coup, pas forcément prendre leur envol, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Toi, tu perdais du temps, et eux, finalement, ils n'acquièrent pas une autonomie rapidement, et finalement ils prennent pas de skills, quoi. Ils prennent pas de compétences avec tout ça. Mais justement par rapport à ça, moi ce que je vois, la première chose qui me vient en tête, c'est de mettre en place justement des fiches de poste ou des process. J'aime bien ce truc-là, c'est avec on en parlera peut-être dans une émission, Notion. C'est ce petit logiciel qui permet de vraiment mettre en place plein de process, etc. Je pense que pour qu'une personne puisse avoir son autonomie, il faut qu'elle puisse avoir une ligne de conduite, en tout cas une base solide sur laquelle se référer. Son champ d'action. Ouais, c'est ça. Et savoir jusqu'où elle peut aller, ce qu'elle peut faire, etc. Ça, c'est hyper important dans l'ordre des choses, c'est le recrutement qui est hyper important, de prendre le temps de le faire et de mettre de l'énergie dedans. Et puis derrière, de bien expliquer le poste, quitte à perdre du temps au début, mais derrière, on en gagnera. Ah oui, complètement. Et justement, pour pouvoir mettre en place ces feuilles de poste ou ces process, il faut déjà s'organiser pour avoir le temps de le faire. Ça, on va en parler. Je vais te séquestrer dans ton bureau à un moment. On va faire ça. Mais ça peut faire peur, hein, parce qu'effectivement, en fait, le fait de prendre du temps, alors qu'on pense déjà ne pas en avoir, oui, carrément. Et on n'a pas de visibilité en disant est-ce que je vais vraiment en gagner, pas en gagner, et puis surtout quand c'est nouveau, hein, comme pour moi, qui est toujours un peu fonctionné comme ça, on a mis en place des techniques qui font que pas on se contemple là-dedans, mais c'est vrai qu'on se dit c'est comme ça, on en fait un peu notre fatalité, et puis on continue. Et c'est aussi pour ça que je conseillerais à tous les entrepreneurs aussi, à un moment donné, de s'entourer d'un œil extérieur. Ouais. Parce que ce qui peut nous paraître complètement logique et le plus efficace du monde, des fois, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va nous dire en fait, là, c'est pas ce qui est le plus efficace. Ouais, c'est pas le plus pertinent. Voilà. Alors après, c'est pas toujours évident, effectivement, à entendre, parce que surtout quand on est chef d'entreprise et que... On connaît bien son domaine. Ouais, et puis un peu mis sur un piédestal le fait qu'on vienne toujours vous solliciter, etc. Ouais. Donc on a l'impression de toujours savoir, presque. Hein. C'est vrai que d'avoir quelqu'un qui vient de nous dire non, ça va pas. Ouais, tu soulèves un truc hyper important, c'est qu'il y a une notion un peu d'ego dans tout ça. Et effectivement, ce truc qui te fait perdre du temps et les gens te sollicitent beaucoup, tu en retires aussi de la satisfaction. Oui. Effectivement. Et ça, faut savoir, je te remercie. Tu me fais prendre conscience de quelque chose d'hyper important et que je réutiliserai derrière. Il y a vraiment ce truc-là. C'est que
de toute façon, si tu as été amené à aller vers ce fonctionnement-là, c'est que c'est ce qui te correspond le mieux aujourd'hui. Si tu as été vers ça. Maintenant, tu constates qu'il y a un goulot d'étranglement et que ton temps n'est pas extensible et qu'il faut trouver d'autres solutions. Mais ça veut dire, et c'est là que je voulais en venir, au-delà des process, du côté très factuel des choses, il y a un petit travail sur soi à faire en fait. Il y a besoin de se remettre en cause en tant que personne pour son entreprise. Ah oui, de toute façon, c'est être chef d'entreprise. De toute façon, aujourd'hui, je ne suis pas le même chef d'entreprise qu'il y a 10 ans. Ouais. Et je ne suis pas du tout celui que je serai dans 10 ans. Donc, on évolue en permanence. Ça, on évolue en permanence. Ça, c'est parce que tu le fais. Mais j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas dans cet esprit-là et qui, comme la société, elle évolue dans tous les cas. On change un peu de paradigme, de mode de fonctionnement. Et c'est pas facile. À une certaine époque, on changeait de mode de fonctionnement une fois par génération. Aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite avec les systèmes de communication, on peut avoir accès à plein de modes de fonctionnement, s'inspirer de plein de personnes. Finalement, ça change plus vite et dans une même vie professionnelle, il peut y avoir 4, 5, 6 façons de fonctionner qui s'enchaînent et on peut vite être hyper largué. Et si on n'a pas ce recul et si on ne s'assoit pas un peu sur son ego à un moment, on peut devenir aigri, s'énerver en disant c'est de la faute des autres, etc. Et au final, péricliter parce qu'on n'a pas accepté de mettre en place un peu autre chose, quoi. Mais je pense qu'on a toujours quand même la place à l'ego. Hein, parce que, ouais. En fait, là, l'ego tel qu'on peut l'avoir au départ, c'est on est chef d'entreprise et puis on va dire on a un peu le centre de l'entreprise, on vient nous solliciter, donc on est content de toujours donner les réponses qu'on a l'impression de savoir. Voilà. Mais en réalité, quand on délègue, l'ego peut être aussi de savoir qu'on est un bon chef d'entreprise et que les gens sont autonomes aussi parce qu'on leur a permis d'être compétents. Donc c'est vrai que je pense que ça dépend où on place l'ego. Alors ça, j'aurais pas tenu forcément ce discours au départ, hein, parce qu'au départ, si j'avais pu travailler tout seul et tout faire d'un coup, voilà. Et même encore aujourd'hui, hein, c'est aussi pour ça que je conduis mon car, c'est pour ça que je fais plein de choses parce que j'ai envie. Puis en plus, moi, après ça te fait plaisir aussi, tu vois. Oui, voilà, ça me nourrit parce que ça m'apporte des compétences et puis je suis content. Mais je pense que dans la notion de déléguer ou pas déléguer, il y a un point important, c'est est-ce que ce que je fais, même si ça me prend du temps, ça me porte et je suis heureux, et dans ce cas-là, fais-le. Ou tu te sens contraint de le faire et en plus tu as l'impression de ne pas être le meilleur là-dedans, et dans ce cas-là, il faut trouver une solution, soit de déléguer à quelqu'un, soit aujourd'hui, justement on parlait de Notion, on parlait, toi sur les fiches de paye, on va y réfléchir, il y a des trucs comme PayFit qui existent, qui permettent de gagner un temps fou, et il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ça en fait. Et je pense qu'il faut trouver ce juste milieu. Qu'est-ce qui, dans ce que je fais, me fait kiffer, j'adore, et là, il faut foncer parce que tu seras le meilleur dedans. Et qu'est-ce qui m'emmerde, concrètement, et je pourrais soit déléguer à quelqu'un ou un logiciel ou ce genre de choses, quoi. Non, mais ouais, tout à l'heure, je le disais en off à Flo, notre animateur qui est ici, et c'est vrai que le fait de faire un partenariat avec toi, c'est hyper agréable pour moi parce que, par exemple, il y a des publications qui tombent sur Facebook, j'ai pas du tout besoin d'y penser. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une communication qui se met en place, les gens voient que le domaine en fait vit, ce qui en fait était le cas depuis 10 ans en fait, toujours de la même manière, sauf qu'en fait on ne communiquait pas dessus, et donc on se rend compte que il y a plein de gens qui découvrent le domaine. Un peu comme quand on découvre une chanson qui a 10 ans, elle est seulement mise aujourd'hui à la radio, et les gens disent elle est toute neuve. Non, en fait c'est un peu ce qui se passe là aujourd'hui au niveau du domaine, c'est qu'il y a des gens qui ne nous connaissaient pas et commencent à nous connaître en disant vous existez depuis quand? Et quand on leur dit que le domaine existe depuis 1994, ils sont un peu dénus en disant c'est pas possible. Voilà. Après il faut dire c'est que justement vous avez l'inconvénient de l'avantage d'être à la campagne, c'est-à-dire que vous êtes vraiment tranquille, pleine nature, mais il n'y a rien autour. Donc en termes de communication, de réseaux, de journaux, etc., c'est un peu léger. Donc il faut aujourd'hui effectivement profiter des réseaux et passer par ça, quoi. Oui, et puis en plus, ce qui nous a toujours profité et ce qui nous profite encore aujourd'hui, c'est la qualité des séjours qu'on propose et la qualité alors, du contenu, mais aussi de l'encadrement et de tout le contexte, et qui fait qu'en fait, on a beaucoup d'enseignants, d'enfants en colo qui reviennent d'année en année. Donc c'est vrai que la communication, en fait, moi je suis beaucoup plus fort sur la communication de fidélisation. Oui, puis en one by one avec la personne, tout en fait, à fait, directement. Oui, d'expliquer, de parler de passion, d'échanger de passion. C'est qu'effectivement, quelqu'un qui ne me connaît pas et qui ne vient pas me poser la question ou me chercher,
malheureusement, en fait, je vais pas lui parler. Ouais, bien sûr. Ça va pas Mais lui convenir. là, pareil, tu soulèves un point hyper important, c'est-à-dire que avant de te proposer qu'on travaille ensemble, j'ai regardé quand même un petit peu l'écurie et j'ai pas misé sur le mauvais cheval. C'est-à-dire que on peut communiquer tant qu'on veut de la meilleure façon du monde avec la plus belle forme. Si le fond est pas bon et si le produit est pas bon à la base, autant pisser dans un violon, quoi. Ça va marcher 1 ou 2 mois ou sur un séjour peut-être, mais quand les gens vont se rendre compte que c'est pas terrible, voilà. Là, si j'ai voulu aussi bosser avec toi, c'est parce que je sais que de toute façon, voilà, le produit à la base, il est bon et qu'en gros, mon boulot, il est cool. Il y a juste, entre guillemets, à le faire connaître. Et une fois que les gens y ont goûté, c'est sûr qu'ils en veulent. Donc, voilà, c'est aussi pour ça. Donc, voilà, pour dire que dans une collaboration, faut qu'il y ait du donnant-donnant, quoi, des deux côtés. Et quand tu disais que c'est cool la communication, puis sur les réseaux, il y a des posts qui sont sans que tu aies besoin d'y penser, c'est aussi parce qu'on s'est bien mis d'accord et qu'on a confiance l'un dans l'autre sur le fait que moi, je peux faire un post et je vais pas mettre des conneries et je vais pas être en dehors de tes valeurs ou être complètement déconnant par rapport à ce que tu veux transmettre. Ça passe par le fait que ça fait un moment qu'on se connaît, puis j'ai passé du temps au domaine pour voir comment ça tournait et on a pas mal discuté avant, en fait. Oui, de toute façon, c'était un vrai partenariat en fait qu'il faut faire avec quand on prend un prestataire extérieur comme on l'a fait ensemble. Parce que si jamais c'est pas un partenariat avec la personne, et moi j'en ai vu ici, hein, et souvent je me suis fait avoir parce que malheureusement en fait les gens attendaient que je leur donne des infos. Sauf qu'en fait, finalement, alors ça va peut-être convenir à certains champs d'entreprise, hein, c'est très bien. Il y a des entreprises qui proposent juste, tiens, est-ce que vous pouvez me poster ça? Est-ce que vous pouvez me faire ci? Me créer une vidéo pour ça? Voilà, ça va très bien. En fait, le problème, c'est que moi, déjà, je n'ai pas forcément le temps. Et deux, forcément, la dynamique d'y penser et de dire, tiens, on va faire ça, etc. Voilà, donc je prends l'exemple, par exemple, de notre site internet. Il n'a pas évolué depuis longtemps, alors qu'on payait une entreprise pour faire du référencement, etc. Et en fait, ça marche pas parce que eux, ils n'attendaient, c'est une grosse boîte, ils n'attendaient que du contenu qu'on leur fournisse. Et en fait, le temps, je l'ai pas, je sais pas faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, quand tu sais pas faire, en fait, ça me gonfle vite. Ouais. Donc du coup, en fait, je procrastine énormément en disant, moi, je ferai plus tard. Voilà. Mais dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, effectivement, là, j'y vais à 200%. Et puis, Là, dans ce que tu dis, il y a 2 points. Il y a le fait de il y a l'aspect communication, c'est-à-dire que la communication, souvent, voilà, j'ai croisé des entreprises qui se disent voilà, je t'appelle, j'ai besoin d'une vidéo. Mais ok, une vidéo pourquoi comment, quel est ton but derrière? Et souvent, en fait, la communication, qu'elle soit vidéo ou pas, en fait, ça demande presque de faire une boucle entière sur son entreprise pour savoir qu'est-ce que fait notre entreprise, quel est son objectif, qui est-ce qu'on vise, dans quel but et vers quoi on va, en fait. Et il y a besoin au-delà de l'investissement financier, parce que je bosse pas pour rien, évidemment, il y a un investissement de temps. Et aussi, comme on le disait tout à l'heure, de peut-être un peu travailler sur soi pour savoir vraiment ce qu'on veut amener à l'entreprise. Donc cet aspect-là, il est hyper important et il faut prendre ce temps-là. Sinon, la vidéo, c'est comme si... Enfin, ça sert à rien. Si j'ai voulu créer cet accompagnement avec les entreprises, c'est parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos comme ça en prestation. Et je faisais la vidéo, je la livrais. Elle était mal utilisée, pas postée au bon moment, pas exploité comme il fallait, et au final, mon client, il avait perdu de l'argent, quoi. Au final, c'était vraiment ça. oui, et puis du coup, en plus, ça fait pour toi une mauvaise pub. Après, ce qui me paraît relativement primordial pour une entreprise, et ça peut faire peur, effectivement, mais nous, on le fait de plus en plus au domaine depuis que j'ai pris conscience de ça. Donc, effectivement, ça aboutit sur le partenariat que nous avons ensemble. Mais je le fais, par exemple, avec notre plombier, avec notre peintre, je veux dire, les prestataires extérieurs dans les entreprises. C'est qu'on est complètement en confiance. Et c'est-à-dire que mon plombier, si je lui dis, tiens, j'ai une lubie, j'aimerais bien mettre une chaudière granulée, il va pas venir me poser une chaudière granulée parce que le client a demandé une chaudière granulée. Ah, il va te demander pourquoi, est-ce que c'est possible? Il va venir faire une étude complète en disant, oui, mais c'est bien de faire ça, mais ce serait bien de ne pas faire ci, de faire plutôt comme ça, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour nous, en tout cas nous concernant en 2018, on devait changer notre vieille chaudière à fioul. En plus, on est dans un état d'esprit plutôt écolo, plutôt économie d'énergie, etc. Donc du coup, on s'est dit, on va faire une chaudière granulée. Mais du coup, je n'avais aucune notion du tarif. Pour moi, 25 000 euros, ça me paraissait extrêmement cher. Il est arrivé, déjà, il m'a présenté les choses. Donc déjà, ça c'est important, il a été hyper pédagogue. Voilà, donc ça, c'était un point vraiment clé.
Et surtout, il m'a apporté des solutions supplémentaires. C'est-à-dire que pour accentuer les économies qu'on allait faire, avant on avait une chaudière qui ne faisait que le chauffage. Et en fait, finalement, même si on a dû payer plus cher, il m'a proposé quelque chose où on allait produire l'eau chaude. Donc ça, c'est un confort pour nos clients parce que de l'eau tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le ballon électrique, qu'il fallait penser à les mettre en marche forcée pour pas que les gamins aient de l'eau froide au cas où tout le monde ait tiré de l'eau chaude dans la journée. Et puis surtout, beaucoup moins de déchets, parce que en fait, ça reste quand même une ressource renouvelable, quand même, les granulés de bois. Voilà. Et finalement, en fait, en rajoutant tout ça, on a rajouté un ballon tampon qui permettait d'accueillir du thermosolaire, c'est-à-dire que le soleil chauffe une partie de l'eau chaude, etc. Finalement, en fait, d'un projet qui à 25 000 euros me paraissait cher, on arrivait à un projet à 50 000 euros. Okay. Mais c'était pas du tout raisonné financièrement, c'était raisonné en termes d'économie dans le temps et surtout oui, c'était d'état pas d'esprit. C'était pas une dépense à un temps T, c'était une réflexion sur l'avenir. Complètement. Ouais, bah oui. Oui, je vois bien, c'est la même démarche qu'on a eue tous les deux, où l'accompagnement qu'on a signé ensemble, ça fait une somme, mais le but, c'est qu'à long terme, ça apporte beaucoup plus. C'est le retour sur investissement, en fait. C'est toujours ça l'idée, en fait. Oui, alors retour sur investissement, et puis en plus, il faut quand même être patient, parce que c'est sûr que si on regarde à l'instant T, alors je pourrais, on va dire, ça dépend de l'état d'esprit de l'entreprise, ça dépend dans quel but on le fait. C'est-à-dire que si jamais demain j'avais envie de vendre mon entreprise, l'objectif c'était d'engranger un maximum d'argent, ne pas faire d'investissement, et de payer l'électricité telle qu'elle était aujourd'hui, etc. Sauf que nous, le pari qu'on a fait, c'est de garder déjà le domaine, parce que c'est quand même aujourd'hui notre domaine familial, même si on ne l'a pas hérité, on l'a acheté et on en rembourse. Bah oui, le seigneur Toto dans son domaine. Voilà, encore la banque. Mais simplement, on a projet d'y rester. Bah oui. Voilà. C'est sûr que si je voulais faire une grosse plus-value, je bossais comme un dingue, je renflouais les caisses, je remplissais mes carnets d'adresses, la qualité, je m'en moquais plus ou moins, etc. Et puis après, je revendais avec une belle plus-value à quelqu'un. Voilà. Nous, c'est pas du tout l'état d'esprit. Donc c'est vrai que ça dépend. Ça reste malgré tout une réflexion à court terme, parce que tout ce que tu as fait, même si ça sera sur du plus long terme, je pense que tu donnes de la valeur quand même au domaine, au final. C'est-à-dire, si un jour tu revendais, malgré tout, le domaine a plus de valeur, dans tous les cas. Ouais, non, c'est clair que ça a été réfléchi, je veux dire, jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, par exemple, l'année dernière, on a quand même continué à faire des travaux. Malgré le Covid, on s'est dit, on laisse les travaux en place. Donc, on avait fait un manège à Poney, sur lequel on a mis du photovoltaïque, donc pour la production électrique, ce qui était plutôt extrêmement intéressant pour nous. On avait installé du thermosolaire, justement, pour jumeler avec la chaudière, et que l'été, notamment, parce que nous, c'est l'été, on a le plus de demande d'eau chaude. Donc, c'est là où le soleil nous en produit, donc ça tombe bien. Donc, c'est vrai qu'on a fait tous ces calculs-là qui nous font une somme au départ, mais qu'on va rentabiliser en 10 ans, par exemple. Et surtout, ce qui n'est pas pour gâcher les choses, c'est-à-dire que si un jour on revend, en fait, on a donné de la plus-value au domaine. Carrément. Mais il y a un dernier point, j'avais parlé de 2 points tout à l'heure, j'ai oublié le deuxième, mais ça va revenir. Et finalement, tu as dit que pendant la pandémie, pendant le Covid, vous avez finalement investi, et je pense que c'est plutôt, alors en le faisant bien, mais c'est une bonne réflexion, c'est-à-dire que alors que tout le monde finalement s'est mis un peu en stand-by et s'est dit « Oh là 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 là, on va ralentir, on sait jamais », finalement vous avez décidé de donner de la plus-value à l'endroit, donner de la qualité à l'endroit, ce qui fait qu'au moment où ça repart, vous avez pris de l'avance en fait sur plein de gens, enfin de manière générale en fait. Et c'est plutôt moi, je trouve une bonne façon de faire. Et donc le deuxième point dont je voulais parler tout à l'heure, donc j'avais parlé de la communication, que c'était un truc particulier et qu'il faut se remettre en question par rapport à ça. Et tu disais d'avoir confiance dans tes artisans, etc. Et tu disais qu'il était vers toi, qu'il t'a expliqué. Et pour moi, j'appelle ça la proactivité. C'est-à-dire que t'as pas besoin de solliciter 4 fois le mec pour qu'il te donne la réponse. Et même quand il vient vers toi, il t'apporte d'autres réponses et il t'apporte d'autres solutions. Il est pas juste, on n'a pas l'impression que ça le fait chier de venir, quoi. Ça, je pense que c'est hyper important. Pareil, quand on a commencé à travailler ensemble, je t'ai proposé plusieurs choses et j'ai une réflexion à court, moyen et long terme, et avec des trucs que tu n'avais pas forcément imaginé, je suppose. Ah oui, non, mais complètement. C'est-à-dire que déjà, je m'étais fait aucune idée. Aucune idée de tarif, pas de tarif. Le problème, c'est qu'effectivement, ça dépend comment ça apporter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la chaudière, 25 000 euros, ça me paraissait hors de prix au départ. Finalement, on arrive à un projet à 50 000. Donc en fait, ça dépend comment c'est emmené et que l'artisan en face, déjà, vienne avec un véritable accompagnement. C'est-à-dire que je ne viens pas juste installer, parce qu'on a eu des installateurs qui sont venus nous démarcher, quand on a demandé pour la chaudière, plusieurs devis, etc. Ils sont venus, mais ils m'ont dit clairement, nous sommes installateurs.
Ok. Je dis, si jamais il y a un problème, c'est la garantie constructeur, et puis sinon, il faut trouver un plombier. Ouais, tu te démerdes, Clairement, ça, du tout, c'était pas du tout mon truc, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si jamais j'étais plombier, ok, ça me va très bien, sauf qu'en fait, déjà, si j'étais plombier, je l'aurais installé moi-même. Ouais. Donc voilà, ça me convenait pas du tout. Moi, je voulais vraiment un plombier, parce qu'il faut savoir que, bon, c'est bien, on a quelque chose de nouveau qui fonctionne, mais on a d'autres choses, hein. On peut avoir un tuyau qui pète, etc. Oui, non, puis là, c'est Donc, pas comme si c'était juste ta maison, c'est-à-dire que tu peux temporiser un peu. Là, si tu as des clients, si tu as des enfants, etc., il faut que ça réagisse vite, quoi. Il faut pouvoir régler le problème voilà, dans la journée. Ah mais complètement. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est super avec ces artisans-là, hein, tous, parce qu'ils savent un peu comment je suis, que je bricole, etc., et que j'ai envie aussi d'être autonome. Hein, et Ouais, eux, ça bien sûr. les arrange, parce que c'est vrai que des fois, se déplacer pour bricoler un truc qui va pas mettre longtemps, ou même parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Hein, c'est le même temps par rapport à moi. Je veux dire, moi, je peux les appeler au téléphone, et puis simplement, ils vont me dire, ah bah oui, tiens, faut faire ça, vas-y, appuie sur telle chose. Enfin bon, c'est génial, quoi. Génial. Et ils n'interviennent que quand, malheureusement, moi, j'ai pas la solution. Et en plus, quand ils viennent intervenir, je regarde ce qu'ils font de manière à me dire, bon, la prochaine fois Pour que ça apprendre. arrive, complètement. Donc voilà. Et c'est pas secret. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui diraient, non, vous regardez pas, je fais ça, non, je vous explique rien. Le fait qu'ils expliquent, voilà, ils ont bien compris ça met en que, confiance aussi. et puis en plus, on a vraiment un vrai partenariat aussi, comme avec tout le monde. C'est-à-dire que l'objectif n'est absolument pas de dire je ne vais plus te faire venir travailler chez moi et puis tant pis pour toi, je veux dire je vais tout faire tout seul, mais ils savent bien que tout l'argent qu'on économise sur leur intervention, c'est l'argent qu'on a sur d'autres projets. Ah oui, Voilà, oui. c'est-à-dire que le thermosolaire qu'on a mis en place l'année dernière, en fait on l'a fait. On l'a fait et peut-être on en aura sûrement même plein d'autres avec ce plombier-là qui est super, ou avec les peintres, etc. Et voilà, le peintre me vend de la peinture pour que je puisse peindre. Oui, non, mais il pourrait très bien c'est dire, une bonne collaboration. c'est moi qui fais. Quoi. Ouais. Voilà, c'est top. Il sait que sur les côtés techniques que je ne peux pas faire, je vais l'appeler et je vais jamais appeler quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on a vraiment des référents et on a la chance, c'est que les enseignants font la même chose pour nous. Elles ont un référent qui est soit Toto, soit le domaine de Saint-Jean, soit Anime Passion Nature, qui est le nom de la société. Et du coup, elles ne vont pas ailleurs. Elles ne demandent pas 15 devis pour essayer de tirer les prix. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne me bats pas contre des gens qui veulent tirer un prix. Voilà, oui. Mon prix, c'est ça. S'ils ne veulent pas, effectivement, on perd un client peut-être. Mais nous, on a une qualité derrière. Oui, mais c'est que tu apportes quelque chose qui est d'une qualité, d'une valeur tout à fait substantielle, enfin qui est évidente. Et après, voilà, ça a un coût, c'est tout à fait normal. Écoute, Toto, on a fait quand même un sacré tour d'horizon. Je te remercie pour tous ces conseils, pour t'être livré et m'avoir parlé de toute ton expérience. Si on devait terminer, est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de mettre en place? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer au domaine? Là, on est en hiver. Quelle va être un peu ta feuille de route là, sur l'année à venir? Quelles sont les choses qui se mettent en place? Bon, alors nous, on a bien travaillé sur gros œuvres, si j'ose dire, parce que notre gros projet, c'était le photovoltaïque avec le manège japonais. Mais là, en fait, on va surtout s'orienter sur l'extérieur, beaucoup sur l'extérieur, ce qui veut dire, alors je parle extérieur, la verdure. Donc on a un jardin en permaculture, donc ça va être développé en fait pas mal de choses pour notamment une treille à kiwi, et puis on a une piscine, alors on parle pourquoi pas de la couvrir, et puis peut-être aussi dans un moyen terme ou long terme, peut-être faire des choses, habitations, on va dire plutôt légères, et aussi... Type yourte, tout ce genre de choses? Complètement, en fait, pour essayer de montrer un peu dans quel état d'esprit on vit. Ouais. Voilà. Et puis une dernière chose, c'est que quand j'ai repris, on travaillait de mars à août, pardon. Aujourd'hui, en fait, on travaille donc de janvier, parce qu'on organise des classes découvertes à neige, classe de neige, jusqu'à novembre, en fait. Donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal développé notre activité, ce qui nous permet d'avoir des fonds. Et puis moi, je suis un chef d'entreprise en fait qui me permet d'avoir des fonds pour dynamiser et puis pour améliorer les choses. Oui, t'as pas envie d'amasser, t'as envie de développer les choses, quoi. Oui, complètement. Ok, d'accord. Donc extérieur, permaculture, nouveau logement. Donc ce serait pour accueillir type un peu hôtellerie, ou ce serait quoi ou alors de créer d'autres logements pour les enfants, ou pour même découvrir ce qui est potentiellement une yourte ou autre. Alors, je pense qu'en fait, on essaiera de le voir sous plusieurs angles. C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement, on pourra l'utiliser pour augmenter notre capacité d'enfants, sans amasser les enfants dans une chambre et les mettre les uns sur les autres. Voilà, on reste en qualité. Il reste en confort. Voilà. Et pourquoi pas aussi proposer des séjours sur des périodes où on ne travaille pas forcément.
hein, notamment avec, pourquoi pas, l'accueil de famille qu'on ne fait pas forcément. Là, on ne fait que les groupes. Donc l'avantage d'avoir des petits hébergements, ça nous permettrait d'accueillir quelques familles par-ci, par-là. Et puis pourquoi pas aussi d'accueillir des woofers, parce qu'il y a des gens qui cherchent, qui sont friands un peu de tout ce qu'on fait. Donc du coup, nous, on aimerait bien aussi partager cette expérience-là. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un woofer pour ceux qui ne connaîtraient pas trop? Alors un woofer, c'est quelqu'un qui vient bénévolement aider généralement dans une ferme ou dans n'importe quel type d'entreprise, en échange du gîte et du couvert. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Toto. De rien, merci Pierre-Yves. Et puis, écoute, moi j'ai bien envie qu'on se dise, on se donne rendez-vous d'ici 1 an, par exemple, et on refasse le point sur tout ce qui s'est passé au domaine et tout ce qu'on aura fait. Complètement. Ok. On fait ça. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures de Peps Media et de l'émission Ça déboîte. Il y aura sûrement d'autres entrepreneurs qu'on va interviewer qui ont sûrement aussi plein d'autres bons conseils. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!